Et l'école de Paris-Malaquais est très heureuse, d'accueillir pour, sa dernière conférence, du cycle annuel Construire une pensée, Marlène, Leroux, et voilà, qui est à la fois architecte, à Paris, avec l'atelier non, c'est ça? Là, avec l'atelier, Archiplein qui enseigne, à Genève et voilà, à l'université de Genève. Et voilà, j'en profite pour remercier, Mathias, Gervais de Lafont qui a organisé tout ce cycle de conférences, Colin Régnier qui va ensuite, heu, apporter la non pas la réplique, bon, poser les 1res questions, à Marlène. Et donc je laisse Mathias, présenter Marlène Leroux et ensuite, on va écouter sa conférence. Bonne conférence à tous. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Merci, à vous d'être présents pour la 6e et dernière, conférence du cycle, qui s'appelle «Construire une pensée», qui est organisée par l'école. Merci, aussi donc à Jean-Baptiste Defranc, pour son soutien. Merci Colin, merci Hélène Delatte aussi qui s'est occupée de toute l'organisation du cycle. Hem, donc juste pour vous resituer, en 3 petits mots, donc ce cycle de conférences, il cherche à confronter l'acte de construire à la pensée théorique qui peut précéder, certains choix constructifs. Donc la question qui était mise en avant, elle était assez simple, hein. Comment, une pensée, un engagement va se manifester dans des choix constructifs? Et on a essayé de construire comment dirais-je? Toute une gamme de réponses avec, François Brugel, Alice Moukeli, Luca Ortelli, Odile Seller, Adrien Verschure et ce soir, Marlène Leroux, que je remercie encore, de sa participation. Et ce qui nous a beaucoup, intéressés dans la pratique que tu défends avec ton agence, c'est cet intérêt pour les matériaux naturels, comme la pierre, la pierre, massive, par exemple, et toute la faisabilité technique et économique que peut générer l'usage d'un matériau. Et aussi ce discours, que tu défends, qui concernant enfin, toute la gamme et la polysémie de la question de la durabilité, qu'elles soient environnementales, culturelles, et cetera. Tout ça nous semble des ouvertures très intéressantes, par rapport aux questions qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc un grand merci et je te laisse la parole et tu as ton micro, Devrait fonctionner. Oui, oui, oui. C'est bon, ça marche. Bah, merci beaucoup. Alors, bah, je suis très contente d'être là, donc merci de nous avoir rejoints. Merci à Mathias pour l'organisation de ce cycle de conférences et d'avoir pensé à l'atelier Archiplein. Merci à Baptiste de Froment pour l'accueil, et aussi à Colin Régnier et à Hélène qui est excessivement efficace dans la communication. Donc je remercie pour toute cette belle organisation. Je vais jusqu'en microscopique préambule. Vous allez remarquer que je vais très souvent employer le nous à la place du je. C'est pas du tout parce que je me prends pour César ou ce genre de choses. C'est parce qu'en architecture, l'emploi du je me paraît pas forcément utile, et que l'ensemble des projets que je vais vous montrer ce soir ont été faits en association avec mon partenaire Francis Jacquier, et qu'au fond, voilà, tout ce que je vais vous présenter ce soir, on l'a fait à deux et avec les collaborateurs de Atelier Archiplein. Voilà. Donc, je vais avoir plusieurs chapitres comme ça dans cette présentation. Je pense que je vais tenir à peu près dans les 45-50 minutes. J'espère que vous allez supporter ce temps. Donc, le premier chapitre, je l'ai appelé l'enseignement de la Chine. Pourquoi? Parce que pendant 5 ans, on a ouvert une agence donc avec Francis Jacquier et 3 associés chinois à Shanghai. Et au fond, bien que maintenant cette expérience chinoise date un peu, elle est tellement constitutive de notre parcours qu'il n'est pas possible de parler de ce qu'on fait sans parler de tout ce que la Chine nous a enseigné. Et par exemple, ce paysage, donc ce Shanshui que vous avez là sur l'écran, c'est symptomatique du décalage que nous a imposé finalement le travail en Chine. On est là dans une espèce de nature florissante. On voit l'eau, on voit la montagne, on voit la nature, et puis tout à coup on se dit tiens, mais où est l'homme? Puis en fait on voit qu'ici il y a des petits bonhommes comme ça, il y a un bonhomme avec des animaux qui est là, donc on se rend bien compte que la conception chinoise de la relation de l'homme, de la nature et du cosmos, l'homme il fait partie d'un tout comme ça, d'une sorte de paysage. Et puis une fois qu'on s'intéresse un peu à ce paysage, on se voit que finalement l'architecture elle est là, elle est quelque part cachée dans le paysage, et elle n'est pas du tout comme cette vision européenne de l'architecture au centre de tout, avec une recherche de symétrie et d'organisation, on va dire artificielle de la géométrie. Donc
tout le parcours de Chine, on a été très pétri de la culture chinoise. Et on ne peut plus du tout se défaire maintenant de cette nécessité de décentrer la place de l'homme et surtout l'espèce de nécessité qu'on a de trouver une sorte de place un peu équitable entre tous les éléments qui constituent un paysage et finalement la nature. Et puis pour illustrer un petit peu l'enseignement de la Chine, je vais vous parler d'un des projets qu'on a construit. On est dans la montagne Tianzhu, c'est une montagne taoïste. C'est un bâtiment qui est comme ça, posé au milieu de la montagne, complètement complètement décrépit. Et on nous demande de faire une maison de thé dans un parcours de promenade dans cette montagne taoïste au pied de ce lac artificiel. Donc là, vous voyez à peu près l'ambiance paysagère. Et là, on a ici notre maison de thé. Donc voilà, je vais vous promener. On est comme ça, on a fait un projet qui essaye vraiment de s'intégrer dans les courbes de niveau et d'être le plus... Oh, j'ai pourtant touché à rien. Est-ce que j'ai touché à quelque chose? J'ai essayé de toucher à rien. Attends, il faut peut-être que j'enlève ça là. Ah voilà. Je pense qu'il ne faut vraiment pas toucher. Voilà. Donc c'est un projet qui se love comme ça dans les courbes de niveau le long de ce lac, sur la place que prenait ce bâtiment qui était juste avant, qui était de toute façon voué à la destruction. Et là, vous voyez comme ça notre maison de thé. Et ce qu'on voit comme ça dans le plan, c'est les gens arrivent comme ça, sont dans un parcours, montent le long arrivent par en haut, montent le long de la rampe et redescendent et continuent leur parcours. Le but était de ne pas faire un arrêt comme ça, mais juste un instant de pause le long d'un parcours. Dans ce projet-là, on a essayé d'avoir une relation assez de politesse entre la rigueur d'un bâtiment construit et l'existence de la roche juste à côté, avec ce genre de petites gesticulations en lien avec les formes des montagnes. Voilà. Donc vous voyez ce projet. Donc on nous a invités parce qu'on fait de la pierre, et puis je commence avec un bâtiment en béton, donc vous êtes en panique totale. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce projet-là, à ce moment-là, à cet endroit-là, concrètement, c'était pour nous le mode constructif le plus adéquat. Parce qu'en fait, on a complètement utilisé les matériaux, les remblais du bâtiment qu'on venait de détruire. Comme de toute façon, il n'était pas du tout armé, c'était très pratique de récupérer les déchets de ce bâtiment-là. Et pourquoi est-ce que réutiliser, donc c'est un projet qui a à peu près une dizaine d'années, ce béton sur place, faisait tout son sens? C'est exactement par rapport à la localisation du projet. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en gros, on part ici, on a mis des heures, on part ici à 8 heures, on reste 1 heure à peu près dans ces petits œufs, on fait une balade d'à peu près 2 heures, et ça c'est le lac avec ici notre bâtiment. Et grosso modo, l'objectif de la promenade pour le touriste, c'est de continuer à monter et d'avoir cette magnifique vue que je vous ai montrée au début. Donc en fait, concrètement, on est au milieu de nulle part, il n'y a pas de route, il n'y a aucun moyen d'acheminer des matériaux. Donc la meilleure des choses, c'était de prendre les matériaux qu'il y avait déjà sur place. Et pour aller sur le site, on passait par ce genre de chemin qui faisait que ça avait forcément un impact sur le choix constructif, le choix de la taille des éléments. On ne pouvait pas faire fi de la difficulté d'accès du chantier. Donc on était avec ce genre d'accès au chantier. Donc forcément, ça a beaucoup travaillé quand on est allé sur le site, évidemment, qu'on a été tout à coup marqué par ça. Et le deuxième élément qui a été parfaitement constructif du choix architectural, c'est de réaliser comment les matériaux allaient être acheminés. Donc ça va être soit à dos d'homme, soit avec à dos de mule. Là, on voit les sacs de ciment. Et surtout, on s'est rendu compte très vite que heureusement qu'on avait eu cette idée-là de se lever dans les courbes de niveau, parce qu'en fait, les paysans locaux se sont transformés l'espace d'un instant ouvriers du bâtiment. Et donc, c'était les paysans qui se sont retrouvés à faire le terrassement du bâtiment avec des outils assez précaires. Donc, au fond, chaque pierre qu'il fallait déplacer, c'était vraiment énormément de temps, énormément de travail. Donc, ce principe-là d'arriver discret dans la pente, ça a été très efficace parce qu'il y a eu très peu de terrassement à faire. Et c'est grâce à ce projet-là qu'on a découvert un savoir-faire colossal surtout des paysans qui se transforment en ouvriers à l'espace d'un instant, parce qu'on a pu faire cette coque excessivement complexe uniquement avec le bois qui était trouvé sur place et avec une grande capacité de système de construction. Et ce projet-là, c'est du vrai béton, c'est pas du béton, comme je dis tout le temps, le béton à la Andrea Bassi, qui est un grand architecte genevois qui fait béton, isolation, béton, parce qu'il veut voir le béton dedans et dehors. Non, pas du tout. C'est une coque en béton, il n'y a pas d'isolation. Grosso modo, c'est une grotte.
Et pourquoi est-ce qu'on peut justifier de ça avec, malgré les questions qu'on se pose sur l'isolation et sur le climat? C'est que c'est un bâtiment complètement, qui accepte complètement le climat et la montagne est ouverte que quand la température est acceptable parce qu'il fait trop chaud, trop froid, donc de toute façon on n'y va pas. Et ce qu'il fallait qu'on produise, c'était un bâtiment qui était capable de supporter des écarts de température. Donc en gros, on a fait une grotte. Voilà, on a fait une espèce de bunker en béton. Et la taille des fenêtres, elle vient principalement du fait que comme il fallait les déplacer dans des endroits pas croyables, eh ben, on a fait un maximum de petites fenêtres. Tout était avec un seul matériau, c'est-à-dire les sacs de ciment et les granulats qui avaient été faits, principalement des granulats qui avaient été faits sur le de réemploi du bâtiment qu'on venait de détruire. Donc au fond, il n'y a qu'un seul matériau, rembarre, tout ça. Tout ça, c'est un seul matériau pour minimiser le nombre de matériaux, la complexité de la mise en œuvre du chantier au niveau du matériau. Mais évidemment, il y a une complexité incroyable sur le coffrage et on a été très agréablement surpris du résultat. On s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus rustique comme matériau. On s'était même imaginé que le bâtiment allait commencer à avoir de la mousse, tout ça, mais c'était tellement bien fait que finalement, on n'a jamais eu la chance de le voir s'abîmer avec la mousse. Et comme c'est un bâtiment qui n'est pas isolé, qui est une grotte, on en a profité, vous voyez, ça c'est l'eau du lac, on a percé le bâtiment et on s'est dit, bah voilà, quitte à être proche de la nature, autant que la nature rentre dans l'eau. Et on est vraiment dans un bâtiment un peu climatique qui laisse rentrer l'eau à l'intérieur et qui va, quelque part, on peut imaginer que ça va un peu rafraîchir et surtout quand les gens sont dans leur promenade, qui déjeunent ou qui prennent leur thé, ils ne perdent pas la relation avec la nature. Mais ils sont quand même protégés en cas de tempête. Voilà, donc ça c'est le premier projet finalement d'utilisation non pas de matériaux naturels, mais d'utilisation de ce qu'il y a au moment où on se pose la question et d'adaptation à la fois d'un désir d'architecte de répondre à un programme qui est de rendre cette balade le plus agréable possible, de faire un peu une espèce de valorisation de la montagne et du climat, à la fois de trouver le moyen le plus efficient pour construire et pour limiter le nombre de transports de matériaux. Et puis le deuxième projet que je vais vous montrer, qui est vraiment un projet très important pour nous dans la démarche de la construction de cette pensée constructive, on est à plein milieu de Pékin, dans les Rutongs de Pékin, et on doit intervenir dans une maison à cour, donc dans un Serøyan pékinois. Je vous montre ce que c'est qu'un Serøyan normal avant la surdensification des Serøyan, donc des maisons à cour. C'est très beau comme ça, c'est tout en briques, en tuiles de terre. Bon, bah, aujourd'hui, quand on va à Pékin, on a plutôt ce genre de situation où, dû à la surdensification des Rutongs pékinois, on est plutôt dans ce genre d'environnement ultra chaotique avec beaucoup de matériaux un peu de mauvaise qualité pour des questions économiques et de rapidité de construction. Et donc, nous, notre client achète ce petit morceau de Routon. Là, vous voyez en rouge. Donc, il a un petit bout de la cour de droite, un petit bout de la cour de gauche. Bon, c'est excessivement compliqué. Et le projet qu'on a à faire, c'est de rénover la partie centrale et de faire une petite extension que vous voyez ici. Et là, pour moi, l'apprentissage majeur de ce projet-là, c'est qu'on a, évidemment, comme d'habitude, clients pressés avec peu de budget. Enfin, ça, je vais le dire à chaque fois, mais c'est pas très original. Et donc, il fallait qu'on trouve un moyen de construire de manière le plus économique possible. Et on a utilisé le système de construction de briques porteuses, briques rouges à l'intérieur et briques noires traditionnelles pékinoises à l'extérieur. Et ce qui était quand même fantastique, c'était que le monsieur constructeur que vous voyez ici n'avait jamais construit en briques, alors que c'est un monsieur avec beaucoup d'expérience. Mais pour lui, construire en briques, c'était vraiment retourner à l'âge de pierre, quoi. Il voyait pas du tout l'intérêt de construire en briques. Il avait aucune référence au niveau de combien ça allait coûter. Il était incapable d'imaginer le temps que ça allait lui prendre. Et donc, nous, on a essayé de lui dire, non, mais il y a quand même encore pas mal de pays où on construit en briques, on va s'en sortir. Et donc, on a eu la chance de pouvoir le faire. Donc ça, c'est une toute petite projet. Et moi, ce qui va surtout m'intéresser dans ce projet-là, c'est cette petite fenêtre que vous voyez ici. Faut imaginer, on est là dans le train avec justement avec Francis Jacquier, et puis on fait vite fait ce projet parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Et puis lui, il dit voilà, clic, sur l'AutoCAD, bon bah là, il faut une fenêtre, on réfléchira plus tard, la forme de la fenêtre, on n'a pas le temps. On avance avec le projet, on en parle avec notre client, il est content, il se dit bon bah maintenant, il faut réfléchir au projet, au détail, à la fenêtre. Et cette fenêtre, je crois qu'on en a dessiné 2000, quoi. Toutes les fenêtres de la Terre, ça allait pas, des longues, des carrés, enfin bon, toutes les fenêtres de la Terre. Et heureusement, grâce à AutoCAD, on a gardé la première petite fenêtre qui avait été faite rapidement, et c'est cette fenêtre qu'on a faite.
Et ça, il y a quand même un côté, il y a un moment dans le projet d'architecture, il y a une espèce de... Il y a quand même il y a des choses qui sont incompréhensibles. Je ne comprends pas pourquoi c'est cette fenêtre qui fonctionnait le mieux. Ça paraît d'être vraiment un petit détail. Et pourtant, on a compris qu'au fond, si elle nous plaisait autant, c'est parce qu'elle nous a pensé à ça. C'est parce qu'en fait, on a passé énormément de temps dans ces jardins chinois. Là, on est dans le Summer Palace à Pékin. Et je ne sais pas si vous connaissez ce principe de parc chinois où il y a des murs, il y a des recoins, tout trajet, on est tout le temps en train de on est tout le temps en train d'être bloqué sur, il n'y a aucune perspective parce qu'on veut augmenter l'expérience du visiteur. Et il y a des petites fenêtres qui servent strictement à rien puisqu'elles on ne voit que ce qu'il y a de l'autre côté, mais elles ont des formes qui sont complètement incroyables. Et je pense que ça nous a rappelé ces petites formes de fenêtres. Et ça paraît complètement anecdotique, mais ça permet quand même de se dire qu'au fond, en architecture, on doit, oui, répondre à des questions de programme, de budget, de matériaux. On doit répondre à une multitude de sujets, mais il y a quand même des choses qui proviennent d'une espèce de conscience collective ou de culture collective qui fait que tout à coup, il y a une chose qui est passée au bon endroit. Et en fait, on ne sait pas comment l'expliquer rationnellement. Et ça, c'est la part de la subjectivité du dessin d'architecture. Et en fait, quelque part, c'est ce que quand on est face à une vraie problématique avec un vrai client qui a des vrais problèmes et qui a des vrais désirs, comment est-ce que nous, on peut quand même garder cette petite part de subjectivité sans forcément la rationaliser, sans devoir expliquer exactement pourquoi, par A plus B plus C, en fait, c'est comme ça qu'il vaudra la faire. Voilà. Et c'est là où j'essaye de parler toujours de cette notion de désir comme une espèce de notion de culture collective. Au fond, c'est pas rien cette fenêtre. C'est comme une espèce de rappel de la culture collective et de ce que nous, on a vécu quand à force de visiter ces jardins. Et là, on voit la fenêtre qui donne sur l'autre porte-fenêtre derrière, qui donne sur l'autre cour. Et on est vraiment en train de reproduire en miniature ces notions de parcours dans les jardins chinois. Voilà. L'apprentissage de la Chine s'arrête ici. Après, donc, on est rentré, on a passé 5 ans avec nos associés chinois à avoir une agence. Et puis, quand on est revenu, moi, j'ai fait cette thèse sur l'urbanisation de la campagne chinoise, dont a été issu cet ouvrage pendant 4 ans. Et après, Francis Jacquet, lui, il a fait l'école de Chaillot. Et l'école de Chaillot, il l'a aussi fait. Pourquoi ? Parce que quand on était en Chine, on a vu, là, on est dans le Sichuan après le tremblement de terre, on a vu énormément de capacités des communautés villageoises à reconstruire des choses avec des matériaux naturels type briques-pierre, sans rentrer dans le côté géo. Non, c'est qu'il y avait des vraies compétences. Là, on est en train de parler d'un franchissement. Et je pense que tout ce qu'on a vécu en Chine, ça nous a vraiment envie de nous spécialiser. Donc, moi, plutôt dans les questions de planification et Francis, plutôt dans les questions de patrimoine. Donc, je continue à remercier ce grand voyage. Et d'ailleurs, pour les étudiants, oui, il ne faut pas prendre l'avion pour un oui, pour un non. Mais parfois, prenez l'avion et restez longtemps là où vous êtes parce que quand même, l'apprentissage du lointain, c'est quelque chose que vous gardez toute votre vie. Et la Chine, c'est très, très... ça a beaucoup de choses à apprendre, tellement c'est différent. Voilà. La deuxième thématique que je voulais aborder, c'était la question de la valeur de l'hospitalité. Donc, je pense que vous connaissez tous cette œuvre. C'est donc Merle Lederman Ukeles, qui est une artiste américaine qui a pris comme ça, qui se fait prendre en photo dans plein d'endroits comme ça, dans des espaces publics, dans des places, dans des palais, enfin, des tas d'endroits. Et elle est là de manière complètement idiote. Elle est en train d'essayer de nettoyer typiquement cet escalier avec un petit sopalin. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. Et ce qu'elle veut montrer, en fait, c'est la nécessité de prendre soin des espaces publics et des lieux communs. Et elle le montre en faisant ce geste complètement inutile de nettoyer cet escalier. Donc, je vous conseille vraiment de suivre son travail parce que c'est très percutant quand on la voit comme ça, avec cette espèce de position complètement de soumission à cet acte de soin et de bienveillance envers le public et l'espace public. Donc, de cet apprentissage-là, de l'importance finalement d'avoir des objets qui sont réparables et de prendre soin de ce qui nous entoure, j'enchaîne sur la manière dont on a abordé la question du projet qu'on a fait donc, à Sionzier, qui est une commune de 10 000 habitants en Haute-Savoie. Là, vous voyez à peu près là où on a intervenu sur l'ensemble de la ville. Et on a été, donc pour la première fois, on était à peu près en 2016, je crois, on a répondu à un appel d'offres pour rénover cette usine, qui est une usine de décolletage. Le décolletage, c'est le fait de faire les vis
ou de faire tout ce qui est les petites vis comme ça, parce que là, Sionzier est dans la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve est un peu la partie ouvrière de la Suisse avec ses montres, d'accord. Donc là, je suis chez les pauvres de la Suisse pour simplifier un peu les choses. Bref, du décolletage dans des magnifiques usines donc de 1903. Et l'objectif était de la transformer en un centre culturel. Donc là, vous voyez le plan central avec l'extension qu'on a faite. Et pourquoi je vous montre ce projet-là, c'est parce qu'en fait, on a vraiment essayé dans ce projet-là d'avoir et un regard d'architecte et d'architecte du patrimoine, de se demander finalement qu'est-ce qui était un apport valable de l'histoire, qu'est-ce qu'on pouvait conserver, et surtout, on s'est énormément positionné pour se dire, au fond, dans cette ville de Sionzier, grosso modo, la moitié des gens avaient un grand-père qui avait travaillé dans une usine de décolletage, donc il y avait la valeur architecturale, qu'il fallait quand même un peu réinventer, parce qu'on n'est pas sur un bâtiment objectivement magistral, quoi. C'est quand même un peu du patrimoine ordinaire, mais qui a quand même une identité intéressante. Et surtout, on s'est dit, mais qu'est-ce qui crée de la valeur pour les habitants de Sionzier, et de quoi ils se souviennent en fait de ce bâtiment, et qu'est-ce qui leur ferait plaisir de se souvenir quand ils passent là, et quand ils se souviennent de l'histoire finalement du décolletage de la région. Et c'est pour ça que dans ce travail-là, on a fait ce choix colorimétrique d'aller réinventer les couleurs des briques, parce que c'est vraiment quelque chose qui revenait souvent dans les discussions et aussi dans notre analyse du diagnostic patrimonial. Et dans ce projet-là, ce qu'on a testé pour la première fois, c'est l'emploi de la pierre massive, parce qu'on devait faire cette grande extension au niveau du pignon du musée, de l'usine, parce que l'usine avant donnait du côté de la rivière, et puis tout à coup il fallait retourner l'usine pour dire attendez, je suis maintenant où je m'ouvre sur l'espace public. Donc il fallait vraiment un peu réouvrir le côté programme public. Donc on a fait ce grand péristyle en pierre massive. Et là, c'est le processus qui est super intéressant, c'est que le maçon qui avait été mandaté pour faire ce projet-là, parce qu'il était un très bon ami du maire, était pas très bon, et grosso modo, à ce moment-là, on pensait faire des colonnes assez ordinaires, parce que c'était des énormes problèmes, on va dire, de budget, tout était très complexe. Nous, on avait évidemment tout le temps envie de mettre de la pierre. C'était pas passé, on a dû avancer parce qu'il faut faire des consensus, et la chance a été que le maçon était tellement mauvais qu'on savait que de toute façon, il allait jamais arriver à faire des colonnes suffisamment qualitatives pour qu'on soit pas obligé de les refaire 15 fois et que ce soit pas la honte d'avoir des grosses colonnes affreuses. Et donc, on est arrivé avec une solution auprès du maire. On lui a dit, on a la solution. Il y a la carrière de Hauteville qui est à 150 km. On va les faire au prix des colonnes de béton, et elles seront magnifiques. Et donc là, on a un peu fait une espèce de je sais pas comment dire, de hold-up par rapport à ça, et on est arrivé à poser ces pierres, et il est arrivé presque à les poser correctement, mais bon, on n'est pas sur de la grande qualité. Donc là, c'est vraiment, pour nous, c'est assez symbolique, parce que c'est la première fois qu'on a vraiment construit en pierre. Et donc, là, pareil, là où la Chine, on peut pas quand même, c'est un peu idiot de dire ça, mais là, on ne peut pas l'oublier, c'est que vous voyez, il y a ce péristyle, il est fermé, puis à droite, il est ouvert, parce qu'il va ouvrir sur le jardin, le petit jardin public le long du centre culturel. Et on a utilisé ce système-là en décalant les colonnes ne sont pas l'une en face de l'autre. Pourquoi ? Pour recréer cette espèce d'impression comme ça de passage entre deux mondes, entre le monde très public et le monde un peu plus intime du jardin. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si, peut-être quand même toujours parler de ça, de ce qui est utile, pas utile, de ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, et de ce qui est subjectif. Typiquement, les poutres que vous voyez ici sont absolument inutiles. Elles étaient là. D'un point de vue structurel, elles ne servent à rien, puisqu'elles n'avaient rien à tenir. Évidemment que la préconisation de l'ingénieur civil est de dire naturellement, faut les enlever. Puis nous, on s'est dit, mais à quoi bon enlever des aussi belles poutres, bien qu'elles ne servent à rien. Et là, c'était quasiment philosophique, parce que lui, ne comprenait pas l'intérêt de garder quelque chose qui ne servait à rien. Et là, c'est pareil, c'est la subjectivité. Peut-être que pour lui, d'un point de vue civil, c'est inutile, mais nous, d'un point de vue spatial, on trouvait que ça donnait quand même une espèce de présence, ça valorisait l'espace. Donc voilà, un enseignement pour les étudiants, n'ayez pas peur de l'inutile. Si c'est beau, ça fait plaisir. Et surtout que là, elles n'avaient pas d'empreinte carbone, elles étaient déjà là, donc elles nous embêtaient personne. Puis donc après, tout s'est bien passé. Voilà. Puis au fur et à mesure, on a commencé un peu à investir l'ensemble du territoire, et on a refait l'ensemble du centre-ville. Et là, c'est pareil, je suis obligée de vous parler de cette toiture, la grande toiture en bois qu'on a appelée la Grenette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est en lieu et place d'un magnifique parking pour lequel on avait été mandaté. On était mandaté pour
refaire le centre-ville et faire un magnifique parking parce qu'en Haute-Savoie, on n'achète pas son pain sans se déplacer en voiture. Et donc, on a accepté de faire ce magnifique parking. Puis, on leur a dit, en fait, ce qui serait quand même pas mal, on savait qu'ici, il fallait mettre quelque chose. Ce serait pas mal de mettre une toiture. Comme ça, les voitures sont quand même très protégées du climat, c'est sûr, gna. Donc, on est arrivé à faire une couverture de parking à la suite de nombreuses discussions. Et au fur et à mesure du temps, la commune a trouvé que la toiture était tellement belle que quand même, ça aurait été bête de mettre des voitures dessous. Voilà. Et donc, évidemment, il n'y aura jamais aucune voiture sur cette toiture. Et pourquoi est-ce que je focalise sur cette idée-là? C'est qu'à un moment donné, quand on est dans des discussions complexes avec différentes personnes, le maire, l'adjoint au maire, et puis tous les gens qui donnent leur avis, moi, j'ai plutôt la stratégie de la plupart du temps de dire oui, bien sûr, pas de problème. C'est vrai que c'est une voiture vachement jolie. Mais au fond, moi, je savais qu'à la fin, il n'y aurait jamais de voiture là-dessous. Voilà. Après, au niveau du projet, parce qu'on est quand même un peu... on est là aussi pour parler un peu d'architecture et d'emploi des matériaux. C'est un projet qu'on a fait vraiment, vraiment très proche de l'ingénieur bois et surtout du charpentier pour essayer de faire le projet le plus intelligent possible. Et là aussi, c'est pareil. Au moment où on a fait le calcul de structure, il fallait qu'on puisse faire passer des camions et compagnie. Grosso modo, on n'avait pas du tout besoin d'avoir autant de poutres, de poteaux ici. Voilà. Grosso modo, on aurait pu en enlever 2 parce que d'un point de vue structurel, ça tenait. Et puis nous, on a tenu parce qu'on s'est dit non, mais pas du tout. On n'a pas envie d'avoir cette toiture qui tient comme ça sur quelques petites cannes. Ce qu'on voulait surtout, c'était qu'il y ait un espèce d'accompagnement du visiteur qui soit accompagné par une colonnade majestueuse de 7 mètres de haut, une colonnade en bois, pour que ça lui donne envie d'aller voir cette colonnade en pierre. Donc ça, c'était vraiment un accompagnement par l'architecture. Ça tenait quelque part le visiteur. Et ça, c'est pareil, à un moment donné, c'était pas forcément rationnel de faire comme ça, mais d'un point de vue dessin et d'un point de vue accompagnement du visiteur, on avait comme ça ce désir d'être beaucoup plus dense au niveau de la structure en bois. Et donc là, dans ce projet-là, on a essayé d'utiliser un maximum de bois massif. C'est pour ça que vous voyez sur cette photo plein de petits morceaux de bois qui sont du bois massif qui sont juste vissés et avec tout un dispositif assez complexe, structurel pour imaginer le monter comme ça avec des petits morceaux de bois. Voilà. Puis après, vous allez me dire, ouais, quand même, il y a quand même beaucoup d'espace libre. On est quand même avec des problèmes de climat, îlots de chaleur. Donc avant, pour ne pas avoir la question tout à l'heure, je sais que j'ai cette question. Donc déjà, quand on a pris la photo, c'était des petites sucettes, là, les petits arbres. Maintenant, ils sont 10 fois plus gros. Il faudrait qu'on remonte dans le drone pour refaire une photo. Et surtout, pourquoi est-ce que cet espace est totalement libre? C'est parce qu'en fait, c'était ça la commande. Cet espace public a été refait. Pourquoi? Parce que la commune voulait recevoir un festival. C'est 10 000 personnes sur la place. Et pour mettre 10 000 personnes, il faut de l'espace libre. Il ne faut pas des arbres de partout. Donc, en gros, ça aussi, c'est intéressant. On sait, nous, en tant qu'architectes, paysagistes, urbanistes, qu'il faut faire très attention aux îlots de chaleur, qu'il y a des lieux qui sont plus supportables s'il n'y a pas un maximum d'arbres. Mais en fait, à un moment donné, dans ces questions de pesée d'intérêt et de choix architecturaux, et bien là, cet endroit-là, en Haute-Savoie, il fallait qu'on puisse mettre 10 000 personnes. Et bien peut-être qu'en été, les gens doivent longer la petite forêt et non pas passer en plein milieu. Et c'est là où on ne peut pas systématiquement utiliser la même doctrine pour toutes les situations. Et donc, l'espace de 3 jours, la population double à Sionzier. Voilà. Donc, et donc, par rapport aussi, toujours, si on revient à cette notion d'hospitalité et de réemploi, de comment est-ce qu'on va s'intéresser à un objet qui est déjà là, le magnifier et essayer de lui redonner une fonction, parce qu'on sait bien dans la doctrine patrimoniale que le seul moyen de garder un bâtiment, c'est qu'il soit utile, qu'il soit vraiment qu'il soit chauffé, qu'il soit utilisé. Et là, c'est un projet qui s'appelle le couvent, qu'on a appelé le couvent Capucin. Donc c'est une assez grosse bâtisse, un ancien couvent qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Et la commande était de transformer en une maison d'artistes, maison secondaire. Et donc ce choix qu'on a fait, typiquement là, ce qu'on voit sur la façade, c'est qu'on a rénové en profondeur l'ensemble du projet. En revanche, on a fait ce choix de laisser la façade le plus brute possible pour qu'on puisse quand même se souvenir un petit peu de l'état du bâtiment, à l'origine. Et là, c'est pareil. Donc, il y a tout un travail très, très beau. On a eu la chance de faire tous les intérieurs parce qu'on avait
un client absolument exceptionnel avec beaucoup de goût. Il faut quand même le dire, en architecture, on doit être nombreux pour qu'un projet réussisse. Et là, ce qu'on a utilisé comme utilisation de la pierre, on a essayé de faire, on a commencé à faire ces projets de colonnes tournées. Alors, on appelle ça à carré sur pointe. Bon. Et donc, on a fait ce trumeau comme ça en un seul pan, toujours en pierre de Hauteville. Et puis, tout à coup, on a essayé de jouer justement avec cet objet qui paraît complètement, comment dire, qui a déjà été très, 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 très employé de la colonne. Et en essayant de le tourner, on essaie de créer d'autres types de relations. Et là, on a eu de la chance, dans cette colonne-là, on avait cette petit accident, cette petite imperfection. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise c'est juste derrière ici. Et ça, c'est quand même, ça aussi, c'est pareil dans le processus de l'utilisation des matériaux naturels. Vu que ce n'est pas des matériaux industriels par essence, en fait, on ne peut pas contrôler exactement à quoi ils vont ressembler. On ne peut pas tout contrôler. Il n'y a pas de process de la production de la nature il y a des millions d'années pour un morceau de pierre. Et quand on est arrivé là, on a eu cet accident au milieu de la pierre. Et là, on avait une discussion avec le maçon qui dit oui, il faut la rendre, il faut la renvoyer, elle est pas belle, elle n'est pas parfaite. Évidemment qu'on a trouvé ce détail absolument fantastique et on a pris ça plutôt comme une chance, plutôt que de se dire elle est pas parfaite, elle est pas belle. Et donc, quand on travaille avec les matériaux naturels, il faut avoir un regard un peu décalé sur ce qu'on considère être parfait, pas parfait. Concrètement, si structurellement, il n'y a pas de défaut, c'était pas un défaut et c'est même plutôt une qualité. Donc là, on a aussi cette notion de la valeur de l'imperfection qui nous décale par rapport à l'idée qu'on se fait d'une perfection issue de matériaux industriels. Donc là, vous voyez, on a continué ce travail du carré sur pointe avec la pierre de Hauteville. Et on a juste principalement fait à l'extérieur, on a juste fait ce grand balcon extérieur. Puis là aussi, on a aussi osé faire des murs. Et puis c'est pas grave. On a fait des énormes murs. Il y a une espèce de recherche d'une massivité qui est c'est rien, mais c'est quand même assez imposant. Et on s'est beaucoup amusé pour essayer de travailler comme ça avec ce grand péristyle. Et évidemment, on retrouve un peu des chinoiseries parce que le client, c'est un ami qu'on a rencontré, un ami de longue date de la Chine. Et c'est pareil, on s'est fait ce plaisir qui n'a aucun sens. Je veux dire, ça va nulle part, ça n'a aucun sens d'un point de vue structurel, mais à chaque fois qu'on le voit, ça nous reprojette comme ça dans nos années chinoises et ça procure une émotion. Et au fond, faire de l'architecture, je pense, quelque part, bien qu'on doive régler beaucoup de problèmes, c'est quand même tenter, dès que c'est possible, de créer une émotion qui puisse être partagée. Voilà. Alors maintenant, donc, les questions de l'hospitalité et de comment intervenir dans le déjà là et comment produire une architecture qui puisse être elle-même réparée, rénovée. Je glisse sur une autre valeur qui est pour moi une valeur très importante, c'est la valeur de l'ordinaire. Et finalement, c'est la valeur de la... Bon, vous reconnaissez tous le projet, je n'ai pas oublié de dire, de Alger de Fernand-Pouillon, qui sont ni plus ni moins que de faire des quartiers de logement le plus vite possible, à des coûts les plus bas, pour une population qui a très très peu de revenus. Hein. C'est ça qu'on voit. Nous, on lit en tant qu'architecte la beauté, la pierre, l'équilibre, tout ça, mais enfin, au fond, on est juste en train c'est une opération immobilière extrêmement efficace, très rapide, à des coûts très bas. Et avec un système de logement avec des petites pièces pour loger un maximum de personnes sur une faille sismique, parce que Alger est en plus en zone sismique. Et ce que j'aime dans ce projet-là, c'est que c'est pas un palais, c'est pas un truc complètement incroyable, c'est pas un amphithéâtre, non, c'est juste des logements sociaux construits rapidement. Et c'est ce que moi je vois dans le travail de Fernand-Pouillon, et c'est ce que j'essaye de développer dans la question de l'utilisation de la pierre massive en tant que matériau de construction, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on peut placer l'utilisation des matériaux naturels dans un truc aussi ordinaire que faire du logement et du logement social. Voilà. Donc en toute modestie, je zappe sur notre projet. Je refais parce que j'aime bien ce moment. Bon, voilà. Alors donc ça c'est les immeubles de logement qui sont faits à Plan-les-Ouates, donc c'est dans une commune c'est dans le canton de Genève. Ce sont des logements sociaux.
Donc, il s'agit de 68 logements. C'est des bâtiments qui vont R+7. C'est un projet qu'on a remporté en consortium avec l'atelier Perrodin. Et avant que j'oublie, il faut absolument que je le dise, je me l'étais noté, le concours avait été présidé par Luca Ortelli. Voilà. Donc, à chaque fois que je présente ce projet, je remercie Monsieur Ortelli parce que c'est, comment dire, à cette époque-là, donc il y a très très longtemps, soit en 2016, à cette époque-là, les questions de durabilité, d'emploi de matériaux naturels, d'empreinte carbone n'intéressaient absolument personne, en tout cas en Suisse. La seule chose qu'on devait faire, c'était respecter la fiche de l'eau, l'équivalent de fiche de l'eau, et faire un maximum de logements le moins cher possible. Faut pas s'inventer. Moi, je m'invente pas des clients imaginaires, quoi. Donc, c'était ça le programme. Il y a un concours qui se lance. Luca Ortelli est dans le concours. On se met en consortium avec Perrodin. On fait ce projet-là. Et je suis sûre que si ça n'avait pas été Monsieur Ortelli, président du jury, nous n'aurions pas gagné. Parce qu'en fait, il a donné cette petite impulsion qui a dit « mais en fait, c'est possible de construire de aussi gros bâtiments en pierre ». Donc, voilà, je remercie, il n'est pas là, mais je le remercie à chaque fois parce que je suis sûre qu'il a eu vraiment un impact quasiment de marabout à ce moment-là parce que personne n'avait jamais entendu parler de la pierre et personne ne voulait de la pierre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le premier rendez-vous qu'on a fait avec le client, c'était « c'est bien sympa votre truc, bon, on va coller de la pierre ». Parce qu'ils étaient persuadés que c'était un peu une lubie d'architecte et que ça allait vite devenir du béton préfabriqué. Donc, voilà. Donc, ce projet-là, c'est quand même un assez gros projet. C'est à peu près 8000 m² de plancher, c'est 2000 m³ de pierre, puis c'est à peu près 10 000 blocs. Et celui-là, finalement, il nous projette dans cette idée-là, dans cette idée aussi dans cette idée d'ordinaire. Il y a tous ces blocs qui sont hyper gros, qui sont hyper proches les uns les autres. Au fond, ce qu'il faut réaliser, c'est que la commune de Plan-les-Ouates n'est pas au courant, mais la commune de Plan-les-Ouates, elle est propriétaire d'une carrière prête à l'emploi de 10 000 blocs. Donc, ce projet, il est à la fois dans un cadre d'une économie hyper ordinaire pour faire des logements sociaux à Genève, et à la fois, il se projette dans la question du futur réemploi, parce que les blocs de pierre étant tellement identiques, ils sont uniquement prêts à l'emploi. Et comme on n'est pas, d'un point de vue structurel, on est arrivé à ne pas faire de chaînage pour fixer les pierres les unes aux autres. Elles sont même pas percées. Il n'y a pas du tout de béton qui sont coulés entre les pierres. Donc c'est clairement un projet effet Lego prêt au réemploi pour les générations futures, en espérant qu'ils le reconstruisent pas trop vite non plus, enfin qu'ils le détruisent pas trop vite. Et l'une des innovations, je pense, de ce projet-là, c'est de ne pas avoir fait que la façade en pierre massive et donc le reste en structure béton. C'est que l'ensemble de la structure est en pierre massive. C'est 3 anneaux qui sont en pierre, qui fait qu'au fond, il n'y avait pas le choix. Ils n'étaient pas obligés de garder la pierre, puisque sinon, on ne pouvait pas enlever la structure du bâtiment. Donc, en faisant ce système-là, on se fige dans la possibilité d'employer de la pierre. Donc là, vous voyez le plan. C'est des bâtiments qui sont très, très larges. C'est pour ça qu'on a fait ces grands atriums dans les angles pour aller un petit peu rapprocher le clair de lumière proche des pièces. Et une des petites subtilités du plan pour la question de la typologie, c'est que la couronne intérieure, elle est un petit peu calée sur le centre pour avoir un maximum de grandes pièces sur la partie en lumière et un minimum de pièces à l'intérieur. Et donc, tout ce que vous voyez en rose, c'est de la pierre massive structurelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que les gens voient là-dedans. Nous, architectes, on voit de la pierre, on voit l'empreinte écologique, on voit le continuum historique de l'emploi de la pierre. Enfin, surtout quand on est dans ce genre de lieu, on voit bien que c'est pas une ineptie que construire en pierre. Mais en fait, ce qu'ont vu les économistes de ce projet-là, les financiers, c'est qu'il n'y a pas de couloir, il n'y a pas un seul mètre carré de perdu, et qu'au fond, ils se sont rendus compte qu'avec ce système porteur de couronne, on pouvait très facilement ventiler les pièces sur les côtés. Et effectivement, entre le concours et la construction, on nous a demandé de rajouter une pièce par étage. Donc, c'est ça qu'ont vu les financiers. Et finalement, pour réussir un projet et rentrer dans un système un peu ordinaire, de promotion ordinaire, il faut répondre un peu aux désirs de chacun. Et typiquement, le financier qui était le plus important à ce moment-là disait peu importe la structure, moi, j'arrive à mettre toutes mes pièces. Voilà. Donc, au fond, quand on veut travailler en matériaux naturels, il faut être assez irréprochable
pour l'ensemble du panel du projet. Et la typologie, évidemment, faut être ultra performant, quoi. Voilà. Et l'intérêt de mettre les couronnes à l'intérieur en pierre, c'est que on est dans un HLM. Alors vous allez me dire, oui, c'est à Genève, bon, mais quand même, au niveau du prix, ça reste quand même un bâtiment pas cher pour Genève, vraiment dans les prix les plus bas à Genève. Et il y a quand même peu de HLM à Genève en pierre. C'est quand même bien. Je sais que ici c'est difficile de. Ça reste quand même pas les mêmes niveaux financiers, mais enfin, à la fin, on est dans un couloir en pierre. Donc ça, c'est de la pierre. Je dirai après, plus tard. Et l'intérêt des couronnes intérieures, c'est que là aussi, on voit la pierre à l'intérieur dans les couronnes. Voilà. Mais évidemment, la pierre, elle est isolée à l'intérieur. C'est une pierre massive structurelle, mais enfin, elle n'est pas en plus isolante. Il ne faut pas non plus trop lui en demander à ce bloc de pierre. Et donc, si nous avions voulu que ce bâtiment, que la pierre soit isolante, ce que je pense pas forcément intelligent, parce que ça n'a pas vraiment de sens, il aurait fallu que les blocs de pierre fassent à peu près 1 mètre d'épais, ce qui n'a pas de sens. On ne va pas avoir des bâtiments d'1 mètre d'épais. Bref, donc là, on a l'isolation intérieure qui est on ne peut plus ordinaire, mais comme ça, c'est le mur de Refend, par exemple, comme toutes les murs qui n'ont pas besoin d'être isolés, on voit la pierre. Et donc, ça génère une ambiance dans les appartements qui est quand même assez intéressante. Et un effet de bord auquel on n'avait pas pensé, c'est les différents niveaux comme ça. Ça donne une impression de hauteur des bâtiments, des appartements beaucoup plus haute que du côté où il n'y a que du blanc, parce qu'en fait, ça donne une échelle comme ça. Donc, ça leur donne un côté beaucoup plus spacieux. Voilà. Et après, on a aussi ce travail-là des loggias. On a fait descendre de manière assez expressive la pierre. On aurait pu complètement ouvrir, on aurait pu faire des linteaux beaucoup plus petits. Mais ça, c'est un travail de dessin d'architecte. On a voulu qu'elle soit particulièrement grande pour que les gens aient l'impression d'être dans un peu une sorte de pièce en plus, pas forcément un grand balcon, pour qu'ils se sentent un peu protégés et encadrés par la pierre. Voilà. Et là, juste aussi pour les sceptiques, parce que c'est vraiment la pierre. Je veux dire, c'est la clé de voûte qui tient, et grosso modo, elle tient parce qu'elle est lourde, elle tient pas parce qu'il y a autre chose qui la tient. Il n'y a aucun chaînage, il n'y a aucun métal, il n'y a rien. Elle est juste tenue par l'opération de l'attraction. Voilà. Et quand on travaille dans ce genre de projet-là, ça qui va vous intéresser, c'est qu'au fond, en tant qu'architecte, quand on dessine donc ça s'appelle le calepin, on a à la fois sur le même document tous les stress de tout le monde et les désirs de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a à quoi va ressembler la façade vraiment d'un point de vue modé nature, représentation. On doit gérer le problème structurel par rapport à la portée de la pierre, de comment le calpinage de la pierre. On doit gérer les problèmes acoustiques, on doit gérer les problèmes de la mise en œuvre. Tout ça, c'est un seul document. Et donc, en tant qu'architecte, il faut être tellement persuadé d'avoir raison que ça peut tout le temps, on arrive à trouver un moyen de à la fois répondre aux problèmes de chacun, tout en étant persuadé et de ne pas changer, de savoir exactement ce qu'on change. Et quand on fait de la pierre comme ça, structurelle, il n'y a rien qui est caché. Je veux dire, on peut pas cacher, il n'y a pas de capot, il n'y a rien. Donc, il faut être vraiment assez sûr de la manière dont on dessine les choses. Voilà. Et pour ce projet-là, on a clairement voulu faire des murs avec des trous. On n'est pas du tout dans une recherche de grande portée. C'est pas la pierre qui nous a imposé ça, hein. C'est pas le système structurel. C'est qu'à ce moment-là, vu que les bâtiments sont assez proches et qu'il y a une assez grande densité, on a vraiment voulu protéger les gens du vis-à-vis, avoir des murs assez épais et des fenêtres relativement fines, elles font 1,20 m, je crois, qui fait qu'il y a une sensation d'intimité à l'intérieur des chambres. Voilà. Donc le calepin qui devient... Et sur ce projet-là, on a 3 types de pierres. Une pierre pour les sous-bassements et puis pour les corniches, sous-bassements et corniches. Une pierre pour les étages courants et encore une pierre différente à l'intérieur pour les couronnes, pour la petite couronne. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est que ça représentait tellement beaucoup de pierres, donc là j'avais dit 10 000 blocs, que le moindre économie sur la pierre avait un énorme impact sur le global. Donc on a pris vraiment exactement la pierre nécessaire, exactement au même endroit. Et pour ce faire, là, il faut quand même vraiment connaître et la pierre et les carrières pour arriver à trouver le bon équilibre entre l'objectif architectural et la capacité de production. Et là, je suis obligée de vous montrer ça, encore un truc inutile, encore un truc qui fait plaisir mais qui sert à rien. C'est le dessin de cet angle-là, vous voyez, l'angle creux. Ça, en fait, voilà, c'est juste parce que c'est beau, en fait. Enfin, peut-être vous ne trouvez pas beau, mais moi je trouve ça très beau. C'est juste pour créer une ombre, c'est juste pour dire ceci est un angle creux, et c'est juste une manière de se dire, quelque part, c'est de se dire on construit en pierre, on n'est pas les premiers, et il y a toute une histoire de la gestion de l'angle en pierre, et nous on le traite comme ça,
mais on ne le traite pas quelque chose qui n'a pas été traité, comme un effet de bord. On a vraiment voulu le dessiner en disant, c'est comme ça qu'on décide de le dessiner. Et c'est pareil, la corniche qui a une utilité parfaitement, bêtement utilitaire, c'est un renvoi d'eau, ça permet de ne pas avoir des coulures sur la façade, évidemment, mais elle a quand même un dessin. On aurait pu la faire de 1000 manières différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on se pose des questions d'architecture, de durabilité, et à un moment donné, il y a quand même des petites marges où tout à coup, on peut reprendre le contrôle sur l'image et sur le choix de notre implication culturelle. Voilà. Donc là, j'ai encore deux sujets, l'hybridation et l'innovation. Et Lado Deste, qui est un ingénieur architecte qui a eu cette idée géniale de faire ses études à Zurich, d'être ingénieur, de retourner dans son pays et d'essayer de faire des trucs extraordinaires avec cette brique dont la forme était vraiment en Uruguay depuis toujours. Et il a fait cette espèce d'hybridation entre sa compétence d'ingénieur et ses choix d'architecte. Ça, c'est pareil, je vous invite vraiment à regarder son travail, c'est exceptionnel. Et il est vraiment dans l'hybridation des savoirs. Et ce projet-là, ce petit immeuble aussi, qui est aussi des logements sociaux en pierre massive et bois à Genève, on est vraiment dans cette logique d'hybridation. On est au centre-ville de Genève. On a de la chance, le bâtiment d'à côté, c'est un bâtiment industriel en pierre, donc en termes d'intégration dans le tissu, c'était quand même plutôt easy. Et donc, on a le calepin, on a vraiment essayé de retrouver à peu près les mêmes types de formes, les mêmes types de traversées pour ce bâtiment. Et là, c'est pareil. On a fait une structure en pierre massive, le noyau en pierre, et ce coup-là, on a pu faire les planchers en bois. Et là, je vous rappelle, dans le contrat, enfin pas dans le concours, c'était un concours aussi sur invitation, personne ne parlait de développement durable, d'empreinte écologique. On n'avait rien à faire. C'était vite, pas cher, le maximum de mètres carrés, je veux dire. Et donc, c'est nous qui nous sommes inventés cette thématique de la pierre. Et celui-là, de projet, ça a été très dur jusqu'au dernier moment. On a vraiment cru qu'on allait le passer en un matériau ordinaire. Et pour faire ce projet-là, il y a tout un système d'hybridation où on doit rentrer dans les normes suisses contemporaines, climatiques, acoustiques, THPE, donc très haute performance environnementale, tout ça. Il faut répondre, il faut être parfait avec toutes les autres thématiques pour que la pierre, elle puisse rester dans la danse. Parce qu'à chaque fois qu'il y a le moindre problème, l'objectif de tout le monde, c'est d'enlever la partie que personne connaît. Et ce projet-là, quelque part, on a tellement fait des grandes ouvertures, la pierre est tellement fine, parce qu'on était très stressés au niveau des mètres carrés, donc il fallait vraiment que la pierre prenne le moins de place possible. Étonnamment, le bâtiment n'était pas assez lourd. Alors qu'à Plan-les-Ouettes, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Je veux dire, en termes sismiques, il était tellement lourd qu'il risquait pas il était très vite en contradiction avec le cisaillement horizontal. Et celui-là, il était beaucoup trop léger. Donc, ce qu'on a fait, c'est que grâce à nos ingénieurs que j'ai montré vite fait, j'aime bien voir les ingénieurs faire des vraies maquettes, ça me fait toujours plaisir. Alors, on a fait un système hybride où on a percé des 12 trous dans le noyau central. On a fait passer des câbles, il n'y a pas de béton, c'est juste des câbles. Et en fait, on a fait un système de post-contrainte. Donc, on a créé un faux poids au bâtiment. Et là, une fois de plus, la massivité de la pierre a été en elle-même une solution. Dans ce projet-là, pas assez massif, ce qui est marrant d'avoir une pierre trop légère, c'est contre l'idée qu'on se fait de l'utilisation de la pierre. Et on a fait de la post-contrainte. Et maintenant, il y a un système c'est monitoré. Il y a une espèce de sonde dans le toit qui doit être vérifiée parfois. Enfin, je ne sais pas comment ça marche exactement. Et pour vérifier que la post-contrainte est toujours présente. Et ce système de post-contrainte nous a évité toujours de faire des chaînages en béton parce qu'au fond, on a réglé le problème sismique avec ce système d'hybridation. Et au fond, j'essaie de rapprocher ça avec le travail de DST, de se dire il faut de toute façon accepter les normes, les us et coutumes contemporains, et il faut trouver un moment comment est-ce qu'on peut quand même glisser ces obsessions qui sont pour nous la pierre. Là, vous voyez le plan de calepin, toujours. Les différentes couleurs, c'est les différents, évidemment, types de pierre. Et là, évidemment, je dis la même chose. Pourquoi on a gagné? C'est pas la pierre, hein. C'est pareil. Hein. C'est parce que le plan, la typologie, il fallait faire une dizaine d'appartements et on est tout simplement l'équipe qui est arrivée à faire le plus d'appartements sur le moins de mètres carrés. On a pris ce risque colossal de faire des coursives extérieures, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui passent devant la cuisine des autres et c'est ça qui nous a permis de gagner, c'est la typologie des appartements, c'est la rationalité du plan et c'est absolument pas notre engagement pour la pierre. C'est important parce qu'au fond,
le fait de travailler en matériaux naturels, d'essayer de baisser l'empreinte carbone d'un bâtiment est nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant pour arriver à faire des bons projets d'architecture. Voilà. Et après, il y a quand même tout un jeu de façade, mais j'avance. Et enfin, le dernier chapitre sur la question de l'adaptation. On est tous... Alors, si j'avais fait cette conférence il y a 5 ans, j'aurais dit résilience maintenant. Je dis adaptation, mais enfin, on parle à peu près de la même chose. Vous connaissez ce tableau? C'est le Jean-François Millet, c'est l'Angélus. Et puis, il y a ce couple-là de paysans. Oui, il y a l'Angélus qui sonne, ils font leur pause. Et puis, ils sont en train ils attendent que l'Angélus sonne. Et moi, ce que je trouve fascinant dans ce tableau, c'est au fond, ils sont là, ils sont en train d'enlever les pierres pour pouvoir faire une nouvelle... on ne sait même pas vraiment qu'est-ce qu'ils sont en train de cueillir. Mais ce qu'on sait, c'est que dans ce genre de champ, il y a en permanence des pierres qui sortent, des pierres qui sortent. Donc, pour pouvoir à nouveau cultiver, à nouveau faire, je sais pas, ces pommes de terre, il faut enlever les pierres et on recommence et on recommence. Il y a cette espèce de perpétuel travail de récupération d'une matière qui sort comme ça. Et puis, à cette époque-là, on était assez simple en fait. Hein. Il y avait des tas de pierres, et puis à un moment donné, le tas de pierres, il a certainement construit l'église qui est là, les murs qui sont là, il a certainement construit leur maison. Il y avait une espèce de... Il y avait une telle... peu d'accès à l'énergie et à un système de transport qui font qu'au fait, la construction en pierre des champs, elle était complètement ordinaire. Et il n'y avait pas très peu de théorie par rapport à ça, j'imagine. Et ce que je vois dans ce tableau-là, c'est comment est-ce que nous, en voyant notre Angélus à nous, quand on se pose 5 minutes et qu'on essaie d'observer ce qu'on a autour de nous, comment est-ce qu'on peut nous saisir de ce qu'on a autour de nous pour le valoriser. Et là, typiquement, pour construire des églises ou j'imagine, leur ferme, elles doivent bien être à peu près construites de la même manière. Et donc là, on rentre dans ces questions assez basiques. Donc ça, c'est un livre qui était écrit dans les années 50, La pierre, matériau du passé et de l'avenir. C'était une époque où on ne s'intéressait pas du tout aux questions de réchauffement climatique et aux questions de carbone. Et là, en fait, cet auteur, il est un peu en train de réaliser que post-Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus du tout de pierre, on a complètement une chute de l'emploi de la pierre pour la construction. Et pourtant, lui, il ne comprend pas parce qu'il voit la relation entre la nécessité, la quantité de charbon dont on a besoin pour construire 1 mètre cube de béton et la nécessité de charbon dont on a besoin pour couper 1 mètre cube de pierre. Je veux dire, c'est hyper simple. Hein. C'est pas des schémas, c'est pas des trucs faits par des ingénieurs environnement méga compliqués. C'est hyper simple parce que lui, ce qu'il calcule, c'est la force humaine qu'on a besoin pour chercher le charbon et pour faire chauffer le charbon. Donc moi, je trouve que ça, c'est le document le plus trivial pour montrer cette question de la relation à l'énergie et à la baisse de l'accès aux ressources et à l'énergie, avec quelque chose d'aussi simple que de se poser la question, le charbon. À l'époque, il parlait du charbon, nous on parle du CO2, mais enfin finalement, on parle exactement de la même chose. C'est comment s'adapter quand la ressource disparaît, quand l'énergie devient de plus en plus inaccessible. C'est énergie, ressources. Et donc nous, on a fait ce choix de s'intéresser à la matière de la pierre. En aucun cas, je dis que c'est le seul choix, pas du tout. C'est juste celui qu'on a pris. Et donc ça, c'est à peu près les carrières avec lesquelles on a déjà travaillé. On voit à peu près comment ça fonctionne. C'est un peu ce que nous, on considère être de la potentiel de ressources abordables dans le territoire. Mais le problème, c'est que nous, on travaille en Suisse, d'accord? Donc, il faut qu'on trouve une solution de construction en pierre en Suisse. Là, vous voyez à peu près comment se répartit la matière en Suisse. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que ça, c'est les carrières qu'il y avait il y a à peu près 100 ans. Avec différents types de matériaux. Et ça, c'est les carrières qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, il y a à peu près 90% des carrières suisses qui ont disparu les 100 dernières années. Et force est de constater que les carrières qui sont encore en activité, elles sont soit dédiées aux monuments et sites, c'est-à-dire les pierres très particulières comme la pierre de Neuchâtel, ce genre de choses, soit elles sont utilisées pour faire des granulats et faire du ciment pour le sacro-saint ciment suisse. Donc, si on veut vraiment voir avec de la pierre nationale, avec le stamp suisse, c'est quand même assez compliqué. Et là, on arrive, j'ai bientôt terminé, on arrive à cette photo-là, qui est quand même assez perturbante, parce qu'on se dit, tiens, ils ont fait un beau bâtiment en pierre. Ah oui, je vous ai pas dit d'où venait la pierre excusez-moi, j'ai oublié. La pierre de Plan-les-Ouates, elle vient de là, de Migné-Chauvigny, et celle de l'intérieur, c'est la pierre de l'Estaya, de Fontvieille, grosso modo, elle vient de là. Donc à peu près entre 500 et 400 km de Genève. Bon.
Mais quand même, on est bête, hein. Je veux dire, il y avait une montagne juste à côté. On n'a pas été capable de construire notre bâtiment avec la montagne qui s'appelle le Salève, qui est la montagne qui se voit comme ça de notre bâtiment. Et puis, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut arriver à construire avec les matériaux qu'il y a vraiment en Suisse? Et le problème, c'est que les carrières de Suisse, elles ont été principalement utilisées pour le ciment et pour le granulat. Donc, en fait, elles sont extraites avec un système d'explosion de la roche, parce que c'est plus rapide, parce qu'après tout, on n'a pas besoin d'avoir des gros morceaux, donc autant y aller à l'explosif. Et donc, on a détruit la ressource de manière permanente, parce qu'elle est maintenant remplie de micro-craquelures. Et la pierre du Salève, c'est une très très bonne pierre à bâtir, mais on est évidemment en contact avec la carrière. Toute la montagne est absolument inutilisable pour faire des blocs de pierre, parce qu'elle est complètement détruite. Non pas, c'est pas la matière qui n'est pas de qualité, c'est la manière dont elle a été extraite. Donc, c'est une pierre qui n'est plus utilisable. Donc, concrètement, on peut plus avoir des jolis blocs comme ça qu'on avait de la pierre de minier. La seule chose qu'on peut récupérer du Salève, c'est des petits blocs comme ça, qui seraient finalement, qui sont un peu des rebuts de carrière juste avant d'être broyés pour devenir de la pierre. Donc là, c'est ma dernière slide. Donc nous, on s'est lancé dans un projet de recherche en lien avec une chaire de recherche à l'ETH sur la construction durable, avec un historien de l'EPFL, avec un maçon de Genève et avec nous, en tant qu'architecte. On a créé ce consortium pour faire un projet de recherche sur le béton cyclopéen. Et grosso modo, on s'est dit, bon, alors franchement, comment on peut utiliser la pierre du Salève? Et donc, c'est des petits tests qu'on a fait de manière un peu, on va dire, artisanale avec les collaborateurs de Archiplein. Et donc, on a fait ces blocs qui étaient des prototypes et si on faisait du béton cyclopéen, donc c'est-à-dire utiliser ces blocs de pierre-là pour créer des murs de pierre blanchée avec des tests en terre, des tests avec de la chaux et des tests avec du béton. Donc ça, c'était une première étape de notre recherche, un peu, on va dire, recherche appliquée. Dont l'intérêt principal de cette recherche appliquée était quand même les conversations stratosphériques qu'on a eues avec un ingénieur, et le directeur de la chaire de Zurich et l'historien, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on ne voyait pas du tout la même chose dans cette notion de béton cyclopéen. Et puis maintenant, on est en train de faire une recherche beaucoup plus poussée, beaucoup plus sérieuse avec une entreprise de préfabrication à Genève qui s'appelle Prelco, qui lui a ces grands... ça fait 40 ans qui font tout le béton préfabriqué de Genève. Et eux, ils sont complètement engagés dans les questions de développement durable et ils se disent maintenant, si on ne veut pas lâcher la rampe et si on ne veut pas complètement perdre le contact avec le marché, il faut qu'on s'engage dans des projets de recherche un peu plus vertueux. Et donc, on fait des tests avec lui de mélange entre types de matériaux, types de pierres avec des types de liants. Et là, on est vraiment en train de toucher quelque chose d'assez complexe parce qu'au fond, on sait qu'on n'est plus du tout à la recherche de la perfection. Je veux dire, à un moment donné, ces blocs de pierre reconstitués, ils ne seront jamais ni aussi beaux et surtout aussi légers d'un point de vue carbone que des blocs de pierre de taille. Mais aussi, à un moment donné, il faut aussi comprendre comment est-ce qu'on va... comment est-ce qu'on peut adapter des savoir-faire avec la matière en place. Donc là, c'est une espèce de lien entre on sait qu'on peut construire en pierre, on sait que les carrières, elles sont plus utilisables aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut rentrer en relation avec les entreprises de préfabrication locale. Voilà. Ça, c'est un peu là-dessus qu'on est en ce moment. Mais on n'a pas encore de projet réel. Donc, il faut que Luca Ortelli soit à nouveau président si vous voulez, voilà. J'ai fini. Bien, merci beaucoup Marlène. Donc on a discuté. Alors bon, c'est moi qui ouvre les questions. Je pense qu'il y en aura plusieurs autres. Moi, je commence juste par une première question avec cette dernière photo de ton bâtiment à Plan-les-Ouates, où on voit justement avec cette montagne. On se dit que le gisement, il est juste à côté. Pourtant, vous choisissez des pierres qui sont à 500 km. Tu l'expliques bien. Sur ce sujet. Vous conservez ce choix malgré le fait que la carrière ne soit pas disponible ou que les pierres ne soient pas disponibles.
Et donc, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de cette question finalement, de l'imperfection, la manière dont le point que tu abordes, c'est cette pesée d'intérêt, finalement. Pourquoi conserver de la pierre alors que finalement, elle n'est pas là et que vous maintenez ce projet dans ce cycle-là et ce rapport que tu as finalement entre l'idée qui pourrait être pure et celle finalement de la réalité qui est un peu différente. Ouais, ouais. Bah, euh, comment dire? Oui. En fait, quelque part, quand on fait quand on fait un projet, il faut à un moment donné le faire atterrir dans un système de réalité. Par exemple, une des critiques qu'on pourrait faire du projet de Plan Léoat, c'est que les dalles, elles sont bêtement en béton. Voilà. Oh là là, on a fait des dalles en béton. Et là, c'est hyper dommage, parce qu'on aurait bien voulu qu'elles soient aussi en bois collaborant comme le bâtiment de Clouvronnière. Sauf qu'à ce moment-là, le fait de faire passer toute la structure du bâtiment en pierre de taille, c'était déjà tellement une montagne à dépasser qu'on n'arrivait pas non plus à mettre tous les curseurs au maximum. Et donc, dans ces notions de pesée d'intérêt, je trouve toujours plus intéressant de faire un bâtiment construit pour 68 logements, de logements sociaux à Genève, bien qu'il ne coche pas toutes les cases du projet le plus vertueux, parce que malgré tout, le sol est la dalle est en béton, l'isolation elle est tout à fait ordinaire, mais au fond, ça fait quand même un tout petit peu avancer les idées. Et après, à chaque fois, on essaie d'améliorer un tout petit peu et à chaque fois d'aller un petit peu plus loin dans ce qui est acceptable. Parce qu'en fait, dans la question de faire bouger les choses, il y a quand même toujours cette notion qu'il faut avoir une acceptabilité sociale et collective. Et si on tire le curseur beaucoup trop loin, tout à coup, on coupe quelque chose et là, on est lâché en plein vol et plus personne ne s'intéresse à nous. Donc, je pense qu'il faut arriver à rentrer quand même dans certains critères d'acceptabilité. C'est ça. Finalement, la pesée d'intérêt, c'est aussi plutôt comment mettre en place un espèce de processus d'acceptabilité collective pour que les choses avancent malgré tout. C'est plutôt ça, cette idée de notion de perfection et d'imperfection. Et si on parle de la question de l'imperfection, c'est la même chose que le joli cristal qu'il y avait dans la colonne au couvent capucin. Les pierres, ces pierres, elles sont pas du tout au millimètre, hein. Je veux dire, les pierres, elles sont à peu près de la bonne taille. Et donc, quand on les a placées, elles étaient toutes à peu près, pas tout à fait droites. Et dans ce projet-là, on n'a pas fait un ravalement de façade comme on fait dans les beaux projets parisiens, parce que ça rentrait absolument pas dans les budgets. Et surtout, on trouvait super intéressant de voir la pierre un peu danser, de voir tous ces décalages. Mais ça a été très compliqué d'expliquer ça au début à la maîtrise d'ouvrage, parce que pour eux, ils voulaient tout le temps nous renvoyer les pierres, parce qu'ils ne les trouvaient pas parfaites. Et donc, on a dû faire un accompagnement pédagogique, de dire qu'au fond, si on voit, par exemple, les lignes de la scie de la pierre, c'est pas grave. Et c'est même beau parce que ça montre le processus de production de la pierre. Et au début, c'était considéré comme un défaut. Et maintenant, quand typiquement la mère de Plan Léoat, je l'ai entendu faire plusieurs visites, maintenant, elle cherche les endroits où on voit les morceaux on voit les coups de scie et elle montre aux gens, elle dit regardez, ça, c'est. Et elle raconte l'histoire. Et donc, elle s'est saisie de l'histoire qu'on lui a racontée et elle a trouvé que ces imperfections donnaient de la valeur au bâtiment. Et je pense que c'est ça qui peut nous faire avancer tous vers les questions de développement durable et d'architecture durable, c'est que ça devienne un peu un projet collectif et qu'on aille un peu. Qu'on raconte un peu, comment dire, que les gens arrivent à un certain degré d'acceptabilité, ça c'est important. Voilà. Il y a une question. Sinon, je peux vous poser une autre question. Bon, bah alors, je poursuis. Moi, je voudrais également t'interroger sur la construction en pierre et peut-être un niveau de difficulté que je pressens, c'est sur la question du changement de la manière dont on construit. Alors, principalement, enfin moi, mon constat, il est principalement en France et il n'est pas spécialement ensuite, peut-être il est différent, mais c'est un peu le moment où en fait le chantier était un endroit dans lequel on livrait des matériaux qu'on façonnait, donc c'était l'ouvrier. À aujourd'hui, j'allais dire, le chantier est devenu un lieu dans lequel on livre des produits manufacturés, tous, hein, d'ailleurs, le béton, on peut quasiment le considérer comme ça. Et donc la disparition des savoir-faire et des ouvriers. On est venu dans un monde dans lequel finalement on ne construit plus mais on assemble. Et donc moi j'aimerais savoir aujourd'hui comment tu imagines la manière dont on peut faire valoir ces savoir-faire, sachant que ça reste quand même aussi, je peux le voir,
des conditions qui sont quand même aussi difficiles dans la mise en œuvre de ces blocs de pierre et du chantier. Alors, ça, j'aurais envie de dire, pour un peu être contradictoire, c'est un peu un a priori de la pierre. Beaucoup de gens pensent que pour mettre en œuvre la pierre, il faut des spécialistes de la pierre, et en fait, pas du tout. Les deux maçons qui ont fait les deux entreprises de maçons qui ont fait ces projets-là, c'est des poseurs de préfabriqués. Ils avaient jamais touché à une pierre de leur vie. En revanche, en Suisse, on a un vrai savoir-faire de la pose de morceaux de façade préfabriqués. Et une fois qu'ils ont compris que c'était exactement la même chose, ça a très bien fonctionné. Là, une des plus grandes difficultés qu'on a eues, c'était que les maçons, donc qui font du gros œuvre, n'arrivaient pas à se projeter dans le fait que la pierre qu'ils étaient en train de poser allait être aussi la pierre qu'elle est restée dans le salon. Ils n'arrivaient pas à comprendre qu'il n'allait pas avoir du plâtre par-dessus, que ça n'allait pas être caché. Parce qu'eux, ils sont dans cette idée-là que c'est toujours un peu caché. Mais une fois qu'il s'est rentré cette idée-là, qu'on leur a bien montré les plans, ils ont fait beaucoup plus attention et c'est devenu ça a été plutôt simple. Et c'est une construction qui est assez simple parce que c'est quasiment à sec. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps de pause, il n'y a pas trop de difficultés avec les problèmes de climat. Bon, il y a un problème de géliveté, ça c'est le gros problème, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais cet a priori, il est quand même assez important parce que, comment dire, quand on fait des appels d'offres, il y a quand même souvent des maçons qui rentrent avec des appels d'offres très, 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 très chers parce qu'ils vont s'adjoindre d'un tailleur de pierre. Et là, le tailleur de pierre, il va automatiquement se mettre dans une idée que la pierre, c'est précieux, que c'est complexe et qu'il faut en savoir faire. Et là, nous, on est un petit peu en train de replacer leur métier dans un certain que c'est ordinaire. On est juste en train de poser une pierre sur l'autre. Et quand ils arrivent, les pierres, elles sont complètement terminées. Il n'y a absolument rien à faire sur la pierre. Voilà. Pardon, ma question, elle n'était pas... pardon. Elle était aussi surtout liée à la rapidité d'exécution. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, la vitesse de rotation dans le chantier et le nombre a quand même très largement augmenté. J'ai tout un tas de statistiques sur ce point-là. Et donc, c'est vrai que le fait d'empiler les pierres les unes sur les autres joue contre le temps d'exécution. Ouais. Et aujourd'hui, on entend tout le temps construire vite et pas cher. Alors, je pense que c'est pas forcément une bonne solution, mais voilà. Et donc là-dedans, comment est-ce que vous arrivez à faire valoir le fait que cette question de la pierre, elle puisse être défendable? Ouais. Parce qu'en fait, c'est vite et pas cher. Tout simplement, en vrai. Parce qu'en fait, typiquement, les deux projets c'est pour ça qu'on a eu de la chance de tomber sur ces deux projets, c'est que c'est des logements sociaux à Genève qui sont dans les plus bas, l'enveloppe la plus basse des constructions à Genève. Ça, je vous donne pas les prix, ça n'a aucun sens de donner ici, mais sur l'ensemble de ce qui se construit à Genève, on a quasiment les bâtiments les moins chers qui ont été construits. Donc ça fait un peu rager tout le monde, hein. Mais moi, maintenant, là, je ne vous ai pas fait aujourd'hui, mais maintenant en Suisse, quand je monte mon projet, je mets le plan financier parce que personne ne croit. Et pourquoi c'est rapide et pas cher? Parce que c'est sec. Et typiquement, à Plan-les-Ouates, ce qui nous a fait perdre du temps, c'est le temps de séchage de la dalle qui nous a à chaque fois ralenti, mais les pierres, elles ne nous ont pas forcément ralenti. Et comme c'est tout préfabriqué, typiquement pour celui-là où il y avait beaucoup moins de pierres, et au moment de l'ouverture du chantier, toutes les pierres, elles étaient déjà gentiment en train d'attendre dans un hangar à quelques kilomètres, et ça n'a jamais ralenti le système de... Et là, en plus, c'est plancher bois collaborant, donc c'est un Lego. Et ce projet, le temps du chantier n'est absolument pas un problème, ça c'est sûr. Et ce qu'il faut, voilà. Donc en vrai, ça pour le coup, en revanche, peut-être qu'il y a moins de rotation d'ouvriers en Suisse, j'imagine, mais il fallait pas des gens particulièrement formés à la pierre, pas du tout. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai une question qui va peut-être faire écho à la première question de Colin Régnier. C'est, vous avez parlé de post-contrainte sur la pierre de Plan-les-Ouates. Il y a un peu qui revient quand même un peu à une sorte d'absurdité quand on sait que la pierre, c'est un matériau justement lourd et que là, en fait, pour pallier un problème de légèreté, on va mettre de la post-contrainte dedans.
Du coup, je vous interroge un peu sur la question du bon matériau au bon endroit, un peu comme avec les matériaux bio et géosourcés, notamment la terre crue. Aujourd'hui, on essaye pour la faire entrer dans des cadres qu'on connaît, de la préfabriquer, de la mettre sous forme de briques, etc. Et du coup, je vous demande un peu, c'est quoi votre avis par rapport à ça, sur où est la limite entre l'adaptabilité d'un processus, d'un processus, pardon, d'un type de construction millénaire et aujourd'hui, où est la limite entre on l'adapte à la situation actuelle et on la garde telle qu'elle était, telle qu'on fait depuis des milliers d'années, quoi. Alors, j'ai du mal à trouver l'absurdité de la post-contrainte. Disons, disons que vous avez fait de la post-contrainte parce que la pierre n'était pas assez lourde, alors que c'est une de ses qualités premières, c'est sa densité. Ouais. Et donc, c'est juste c'est marrant je sais pas, moi, je trouve ça marrant parce que c'est ne pas utiliser une des qualités premières de la pierre. Ouais. Et du coup, c'est intéressant comme remarque. Alors, en fait, votre raisonnement, il a un tout petit biais, malgré tout. On n'utilise pas le poids. Donc, on utilise le poids de la pierre. Et comme pour répondre aux contraintes sismiques de Genève aujourd'hui, ce n'est pas encore assez lourd. Donc, plutôt que de par exemple, faire un chaînage de béton qui, lui... Vous savez ce que c'est le chaînage? C'est vraiment quand on fait des trous dans la pierre et puis qu'on va mettre du béton, parce que le béton règle tous les problèmes, parce qu'il va tout fixer. Et nous, l'idée, c'est d'utiliser la pierre de la manière la plus traditionnelle possible, c'est-à-dire qu'on imagine que les morceaux de pierre vont juste, en cas de tremblement de terre, juste bouger les uns avec les autres. C'est très fluide comme manière de gérer le problème du sismique. Donc, on ne les a pas figés pour ne pas les bloquer, parce que souvent, d'ailleurs, dans les problèmes quand on appelle ça, dans les désordres qu'il y a dans les monuments historiques, souvent, on a réalisé que quand on les avait bloqués avec du béton, en général, à partir des années 80, on a généré des désordres incroyables parce qu'au lieu de laisser les pierres bouger les unes avec les autres, on a fixé les choses. Et donc, nous, pour rentrer dans cette manière, on va dire, séculaire de l'utilisation de la pierre, on essaie de ne pas mettre de chaînage de béton. Et donc, pour ne pas mettre de chaînage de béton et utiliser la pierre telle qu'elle doit fonctionner, ce qu'il fallait dans ce projet-là, c'était de lui donner un poids en plus que ce qu'elle est vraiment. Et pourquoi est-ce que là, la pierre dans ce projet-là n'est pas assez lourde? C'est que comme on est dans des contraintes urbaines très denses, on ne pouvait pas mettre des gros blocs de pierre. Donc, dans un monde idéal, il aurait fallu la faire plus large. Mais c'est ça la pesée d'intérêt. C'est qu'au fond, on a essayé de faire, on a essayé de rentrer dans les cases de tout ce qui était demandé, c'est-à-dire faire des logements les plus grands possibles sur une toute petite parcelle et d'utiliser de la pierre. Mais je ne vois pas l'absurdité en fait dans le système, puisqu'au fond, on utilise le poids. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on met un câble de post-contrainte, ce qui fait que dans une perspective de réemploi, la pierre, elle est prête à l'emploi. Elle a juste un trou qui fait à peu près, je sais pas, quasiment comme ça. Donc voilà. Voilà. Par ailleurs, dans ces questions évidemment, la terre, c'est des matériaux qui sont super intéressants et tout ça, c'est qu'un mélange des choses. Typiquement, dans ce projet-là, on a mis des planchers bois et dans la vraie idéal, dans un monde idéal et parfait, il aurait été génial que nous arrivions à mettre toutes les cloisons intérieures en cloisons de terre. Parce que maintenant, il y a des TerraBlock qui sont en train de développer des grosso modo de la terre pour des cloisons intérieures. Ça aurait été il aurait tout coché le bâtiment. Le problème, c'est que c'est un bâtiment qui s'applique dans un système de réalité et que là, les cloisons, on a dû les faire de manière ordinaire. Mais si on m'avait demandé de faire ce projet à l'école, en master, j'aurais préféré, j'aurais mis des cloisons en terre. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais on se sert du poids de la pierre, c'est sûr. Et aussi, ce qui est intéressant par rapport aux questions de on a toujours construit comme ça, c'est qu'on a toujours construit comme ça, mais quand même, il y a des bâtiments qui ont fini par tomber avec des tremblements de terre. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on veut minimiser les risques, ce qui est plutôt bien, parce que c'est pas mal que les bâtiments ne tombent pas dessus, et que donc les normes, on en parle, on en pense ce qu'on veut, elles sont ici, et que pour répondre à des questions normatives, il faut vraiment aller jusqu'au bout du système. Peut-être que ce bâtiment, sans les normes, n'aurait pas eu besoin de la post-contrainte. Mais pour qu'il se fasse pour de vrai, il fallait qu'on rentre dans les normes. Sinon, il serait resté sur du papier. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'aimerais vous entendre un petit peu plus sur la question des coûts, puisque vous avez indiqué que, effectivement, lors de vos présentations, vous
vous mettiez en avant le fait que c'est sur des coûts très bas du marché suisse. Les présentations que vous avez faites sont sur des bâtiments, donc des logements sociaux. Et donc, moi, j'aimerais un peu savoir de quelle manière vous avez pu réduire ces coûts, peut-être autant dans la construction que peut-être la maintenance également qui a suivi à la construction, et si vos projets ont une capacité démonstratrice que vous sentez qui permet de... Vous avez observé une évolution aussi dans la commande qui vous est faite, ou est-ce qu'on vient vous chercher en fait pour faire de la pierre aujourd'hui aussi, ou est-ce que c'est toujours quelque chose que vous venez apporter et petit à petit que vous améliorez au fur et à mesure avec des projets? Ouais, c'est intéressant. Attends, le coût, Rodi, t'as dit le coût et est-ce qu'on vient nous chercher? Ça, c'est facile de répondre. Mais avant, il y avait un truc intéressant. Mince, j'ai raté la main. Ah oui, la maintenance. Bien. Alors, donc, la maintenance, on sait que la maintenance, c'est réparable. Ça marche aussi dans la thématique de la dame en train de nettoyer son sol. L'avantage de construire en pierre massive, c'est que c'est réparable et que c'est facile à nettoyer et qu'il y a toute une relation à la maintenance qui est assez forte. Ça rentre absolument pas en jeu dans les discussions avec les promoteurs parce que ça les intéresse pas du tout, ce sujet-là, parce qu'ils se projettent pas au-delà des 10 ans et des 15 ans du projet. Donc, c'est des arguments qu'on donne à chaque fois, mais qui sont pas très utiles. Quoique la commune de Plan-les-Ouates était assez sensible parce qu'eux restent propriétaires de leur bâtiment. Le moyen principal pour faire des économies, c'est d'être très proche de la relation entre l'utilisation de la pierre et le projet. C'est-à-dire qu'on ne va jamais forcer la pierre à faire quelque chose qu'elle n'aime pas faire. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple que ça pour tous les architectes parce que on est très souvent sollicité pour des questions de projet en pierre. Et j'ai très souvent, je dis, mais en fait, ton projet, il n'est pas en pierre. C'est pas grave, mais tu pourras jamais le faire en pierre comme ça. Parce qu'il y a pas tout le monde qui a cette approche un peu modeste face à la pierre qui fait qu'au fond, il y a certaines choses qui vont pas forcément fonctionner. Et après, on est économique parce qu'on met tellement toute l'énergie sur l'utilisation de la pierre qu'on fait attention à ce que tous les autres matériaux, tout ce qui est à côté soit vraiment le plus efficace possible. Par exemple, il y a les typologies, il y a un travail très, 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 très important. Et puis, quelque part, on fait des économies parce qu'il y a moins de plâtre, il y a moins de peinture, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut un peu enlever. Mais il faut être et il faut aussi très, très bien connaître la carrière, le type de pierre, la mise en œuvre, parce que c'est dans toute ce chaîne-là que les choses augmentent et qu'on perd un peu la main. Et après, est-ce qu'on vient nous chercher pour faire de la pierre un peu, mais pas assez, quoi. Et je pense que c'est pas encore complètement gagné. C'est toujours encore un peu le vilain petit canard, quoi. Après, la pierre n'est pas la solution pour tout, hein. Mais je voudrais pas focaliser que là-dessus parce qu'il y a aussi le bois, il y a aussi la terre. Je ne dis pas du tout que la solution, c'est la pierre pour tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même ça marche pour pas mal de projets. Et alors, le projet idéal, c'est le projet pierre en soubassement et étage en bois. Ça, c'est génial dans l'utilisation de... Enfin, ça fonctionne, c'est magnifique. Ça, je rêve de faire ça. Pardon. Moi, j'ai juste une question. Qui va... Comment vous gérez l'intégration dans les refends? C'est-à-dire tout ce qui est la technique intégrée, je veux dire... notamment, les questions, on imagine bien l'électricité, l'eau, tout ça. C'est cette photo. Voilà, cette photo-là. Et la question du comment je mets mon tableau. Comment je mets mon tableau sur le... Non, mais c'est des questions qui sont peut-être très... Mais ça Il faut prendre que des posters de Madonna. Comme ça se colle. Alors, au scotch. Alors, je suis rompue à l'exercice de cette question. Alors déjà, c'est parce que sur cette photo... Comme on dit la vérité, toute la vérité, on aurait dû photoshopper ça. Mais c'est pas évidemment qu'on l'aurait jamais fait. Alors, il faut... Alors oui, quand on travaille avec un matériau, enfin avec une mise en œuvre exigeante, il faut qu'au moment du chantier, 100% du bâtiment soit dessiné. C'est-à-dire que il y a aucun doute de rien du tout quand le chantier commence. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas... au dernier moment, oublier quelque chose. Donc, par rapport à l'électricité, ce qu'il faut se dire, c'est que... mince, elle est où mon frein? Voilà.
quand on a dessiné l'électricité et la partie technique de ce bâtiment, il y a tout un travail de faire mettre 90% des prises et des interrupteurs sur les cloisons légères. Et de temps en temps, il n'y avait pas le choix. Donc, je crois qu'il y a à peu près 10% des prises qui sont dans les murs en pierre. Et là, c'est une prise qui est un peu plus chère que les autres parce qu'effectivement, il faut faire passer le câble dans la pierre et faire un trou dans la pierre une fois qu'elle est posée. Mais ça touche tellement peu de prises que ça n'a pas vraiment été une difficulté. Il y en a une, deux fois dans les cuisines, voilà. Donc, c'est un problème si tu ne fais pas attention et si sur le chantier, tu te dis « Oh, les prises !» Mais si tu as pensé en avance, tu les mets à peu près où il faut, au bon endroit. Et la deuxième question, c'était, tu avais les prises et tu avais un autre truc. Ah oui, les tableaux, voilà. Alors, les tableaux, on préconise aux locataires de mettre les tableaux sur les cloisons légères. Et en fait, il y en a pas mal. Parce que typiquement, là, pour le portrait de la grand-mère, il y a de la place. Au fond, il n'y en a pas partout dans ce projet-là. D'accord ? Et ensuite, si vraiment les gens ils veulent absolument mettre le tableau ici, on préconise qu'ils fassent les trous dans les joints. Et si vraiment les gens font n'importe quoi, ils font leur trou dans la pierre. Et là, on va chercher un tailleur de pierre qui va réparer la pierre au fur et à mesure des destructions potentielles des gens. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas voir au général un problème qui est assez, qui est pas partout. On n'a pas que des murs en pierre. Voilà. Donc c'est comme ça que je réponds. C'est qu'il faut, mais ça se répare. Ouais. Non, mais c'est toujours pour convaincre. Enfin, non, mais je sais. Je vis actuellement dans lequel on me dit que je ne réponds pas à la norme NAS, habitat, je sais pas quoi, parce qu'en fait, j'ai des linéaires qui sont non colonisables pour mettre, je sais pas quel truc. Donc, on peut pas les intégrer dans le fait qu'on peut être support de quoi que ce soit, télévision, tableau ou voilà. Alors, donc là, vous voyez, j'ai un mode constructif versus la norme. Voilà, et ça, c'est pas simple à faire valoir. Je vois, ça, on n'a pas eu ce problème. On en a eu beaucoup d'autres, mais on n'a pas ce problème parce qu'on a cette alternative d'autres cloisons. Mais c'est vrai que c'est un problème, et ça, c'est un problème qui irait par rapport à la terre. Typiquement, c'est pas un problème, c'est qu'une histoire pas la de pierre, personne. Moi, là, c'est qu'une histoire d'interprétation de quelqu'un qui est peut-être un peu trop tatillon, je pense. Mais effectivement, si on avait fait toutes les cloisons en terre et des cloisons en pierre, il aurait fallu trouver un dispositif d'accrochage, par exemple, je sais pas, une sorte de structure. Des simèzes. Peut-être que là, on aurait dû rentrer plus dans le détail. Ouais. Mais non, ça, je suis. Il avait une question. Bon, merci Marlène pour ta présentation. Moi, j'ai plutôt une réflexion par rapport à vos travaux de recherche à la fin. C'est que finalement, les bâtiments que vous construisez, c'est avec des pierres d'appareillage, la pierre de taille qui était quand même réservée pour des bâtiments plutôt avant luxueux, en tout cas des gens qui pouvaient se payer de la pierre de taille, parce que les autres bâtiments, c'était plutôt avec de la pierre de champ. Non, qui n'était pas appareillée, qui était enduite, et une maison, voilà, c'est exactement ça. L'église, oui, peut-être le clergé ou le château pouvaient se permettre d'aller chercher des pierres plus importantes. Voilà. Et donc, je trouve votre recherche est intéressant de dire que, avec le Salève, on peut aller chercher de la pierre immédiatement, mais qui ne sera pas mis en œuvre de la même manière. Et je pense que c'est quand même, je trouve que c'est vraiment intéressant c'est une nouvelle manière aussi de réfléchir à la pierre et pas juste la pierre en apparence qui peut, du coup, être un objet plastique, mais vraiment un matériau utile qui ne sera pas forcément visible, parce que peut-être qu'il sera protégé, enduit. Mais je voulais savoir comment vous voyez ça. Est-ce que c'est deux voies finalement pour travailler la pierre, ou est-ce que c'est finalement peut-être la manière dans le futur de développer des projets en pierre? Non, pour moi, c'est vraiment il faut essayer toutes les voies possibles et imaginables. Donc, c'est deux voies, ça c'est sûr. Et puis, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'on pourrait, tous les bâtiments détruits, qui sont eux-mêmes faits de boulets, de pierre, et aussi, il faut être capable, il faut qu'en dans la perspective d'une destruction, on soit capable de le réemployer pour pas qu'il parte directement en décharge. Parce que c'est ça le problème, c'est que souvent, au moment où le bâtiment est en cours de destruction, on n'a pas encore la réflexion. Donc, l'idée, c'est aussi de chercher d'autres modes de construction le plus variés possible. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que les bâtiments soient faits, les pierres de taille soient pour les bâtiments de grande qualité. Typiquement, à Paris, il y a des tas de logements jusque dans les années 50 de base qui sont en pierre. Les bâtiments de Fernand Pouillon en Alger, c'est en pierre de taille. Donc, il faut aussi un peu sonder cette idée-là que la pierre de taille n'était même à l'origine que pour des bâtiments de grande prestige.
En tout cas, je pense qu'il faut enlever cette idée-là. Et après, oui, il faut trouver d'autres moyens d'utiliser la pierre et de pas toujours forcément effectivement la montrer. Et typiquement, nous, nos bâtiments, si nous avions fait une isolation périphérique, nous aurions été plus performants. Tu n'aurais pas tous ces problèmes qu'on appelle ça. On se serait beaucoup moins embêté avec les problèmes de pont thermique, de ce genre de choses. Mais en l'état, on ne peut pas proposer maintenant un bâtiment en pierre qui ne se voit pas. Enfin, là, il n'y a plus personne qui nous suit, c'est pas possible. Donc, il y a quand même aussi une valeur culturelle de montrer comment les choses sont construites. Mais en tout cas, il y a plusieurs voies. En aucun cas, et je pense qu'il faut en choisir une et en abandonner une autre. Juste pour moi, une dernière question. Là, c'est sur des bâtiments qui sont neufs. Est-ce que vous avez expérimenté l'utilisation de la pierre dans de la transformation, mais qui n'est pas forcément de la réparation, c'est-à-dire de la transformation de bâtiments en sites denses qui peuvent être des cœurs de ville? Alors pour l'instant, on a celui à Sionzier, qui c'est quand même une réhabilitation. Hein, la partie pierre est neuve, mais enfin le bâtiment complet c'est de la réhabilitation. Mais attends, non. On a des projets vraiment de patrimoine en pierre où il faut carrément réparer les pierres. Et là, c'est vraiment un travail tout à fait classique d'architecte du patrimoine. Mais je pense qu'on n'a pas le cas de figure dont tu parles. Il faut y aller là, faut nous proposer. On s'associe. Merci beaucoup, madame. Merci.